Bonjour tout le monde, Azoul Felawen, M'sal khair alaykoum. J'espère que vous allez tous très très bien. Je saisis l'occasion peut-être un petit peu en retard de vous souhaiter Saha Aïdkoum, Kul Aam wa Antum bkhair. J'espère que le reste de cette année sera plus clément et plus joyeux. Donc, en fait, nous nous sommes intéressés à divers sujets en fait liés à l'emploi, aux entretiens d'embauche, à la gestion de carrière. Donc, aujourd'hui, nous allons nous tourner vers les jeunes diplômés. Donc, les personnes qui ont un diplôme en poche récemment obtenu. Donc, on sait que les jeunes diplômés ont plein d'ambitions, plein de rêves dans la tête, mais ce n'est pas toujours évident pour eux de décrocher leur premier job, surtout dans de crise sanitaire. Hein. Donc le monde est en mode freeze, hein, si je peux utiliser cette expression. Et les nouveaux diplômés sont encore confrontés à en fait une situation de flou et d'incertitude encore plus sensiblement que les autres. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Boalem Qadi, qui est Managing Director au sein d'Africa Transearch et qui est Headhunter depuis plus de 20 ans. Bienvenue Boalem. Merci beaucoup de te joindre à nous pour l'animation de ce webinaire. Bonjour Yasmine, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, merci pour votre invitation ce dimanche ensoleillé à Casablanca, d'où je vous parle. Donc on va essayer de passer un peu de temps ensemble. Alors, lorsque j'ai discuté avec Yasmine et Loué dans Pratique, on a constaté en fait dans cette période un peu particulière, un peu exceptionnelle, qu'il y avait eu un foisonnement de webinaires, de conférences destinés principalement aux cadres confirmés, avec beaucoup de thématiques très intéressantes, hein, les unes par rapport aux autres, mais essentiellement destinées, ou en tout cas pas destinées aux jeunes diplômés. Voilà. Alors que s'il y a bien un public qui est de fait impacté par cette crise mondiale qui nous tombe dessus, c'est à mon avis aussi les jeunes diplômés. Donc les jeunes diplômés, c'est comme s'ils n'existaient pas. Donc on va essayer de prendre ce temps-là, de s'adresser à vous et humblement à mon niveau d'essayer de vous donner quelques conseils. Certainement pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Et ceux qui prétendent vous donner des recettes miracles ne sont pas compétents. Voilà, donc simplement quelques éclairages, quelques partages d'expérience. Voilà. Alors peut-être pour commencer d'où je parle, comme l'a dit Yasmine. Donc si on peut avancer, Yasmine. Donc je suis franco-algérien, né en France, grandi en France, j'ai 48 ans. Et j'ai une expérience d'un peu plus de 15 ans dans ce qu'on appelle la chasse de tête. Je suis aujourd'hui Managing Director Africa au sein du cabinet Transearch, qui est un cabinet anglais exclusivement positionné sur le recrutement de cadres supérieurs et cadres dirigeants. Donc, pour tout vous dire, en fait, dans mon expérience professionnelle, je m'adresse pas souvent aux jeunes diplômés, en fait, puisque je ne recrute pas de jeunes diplômés pour mes clients. Alors peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, pour certains d'entre vous, on aura l'occasion de se croiser. Mais mon quotidien, c'est plutôt d'accompagner de grands groupes internationaux, de grands groupes locaux, y compris en Algérie, pour leur trouver des cadres confirmés. Mon expérience, c'est aussi d'accompagner ces cadres dans la réflexion sur la construction de leur carrière, en fait. Dans l'accompagnement sur leur questionnement, sur leur transition professionnelle. Et ce que j'ai constaté, en fait, c'est que toute l'expérience que j'ai construite, qui est une expérience très empirique, hein, très terrain, sur ces conseils que je pouvais être amené à donner à ces cadres supérieurs qui me font confiance, en fait, je me suis aperçu que ces conseils-là pouvaient être partagés à des jeunes diplômés, en fait. Donc, ça va être l'objet un peu de cette thématique, d'essayer
de partager avec vous des conseils qu'habituellement je donne plutôt à des cadres très seniors, très expérimentés. Voilà. Et cette conférence s'inscrit aussi dans le cadre de mes activités bénévoles, dans le cadre du lancement d'une plateforme que nous avons lancée avec quelques partenaires, quelques bénévoles partenaires professionnels du recrutement, Patchwork, qui est une plateforme, qui se veut une plateforme de partage sur les problématiques très générales, universelles, liées à l'emploi. Voilà. Donc ça, c'était pour vous préciser un petit peu d'où je parle. Alors, si on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, alors Yasmine, tu peux avancer. Voilà. Oui. Bon, 2020 est une année un Oui. peu particulière, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qui nous est tombé sur la tête. C'est la crise. C'est une crise sanitaire mondiale. On va pas refaire le film aujourd'hui. Et au-delà de la crise sanitaire, cette crise sanitaire, on va en sortir plus ou moins rapidement en fonction des pays, mais on va en sortir. Cette crise sanitaire s'accompagne aujourd'hui d'une déflagration mondiale sur le champ économique. Alors, si on zoome un petit peu sur le contexte algérien, bon, la séquence que nous venons de vivre en Algérie, elle est tout simplement incroyable. Entre les conséquences économiques du mouvement politique lié au Hirak, qui a entraîné de fait une crispation économique chez les opérateurs économiques. Vous ajoutez le plongeon des prix du pétrole qui impacte la capacité d'action des autorités en Algérie et qui impacte les opérateurs économiques. Et puis, voilà, il manquait plus que ça. Vous rajoutez dans ce millefeuille la troisième couche, cette crise sanitaire avec des conséquences économiques mondiales en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, puisque les économies se sont tout simplement arrêtées. Bon, les premiers échos que j'ai de mes clients en Algérie ne sont pas très optimistes, ne sont pas très rassurants. Même si on a tous envie de regarder les choses du bon côté en espérant positif, oui, en espérant qu'il puisse y avoir résolution très rapide de cette crise. Mais en fait, les courbes sont un petit peu au plus bas. La de confiance est un petit peu au plus bas parce qu'en fait, on n'a pas de visibilité. On ne voit pas d'issue à cette crise, donc on ne peut pas se projeter, on ne peut pas faire de plan d'action. Je suis pas un grand économiste international, donc c'est pas moi qui vais trancher le débat économique entre ceux qui sont très optimistes et qui parient sur un retour à la normale et à partir du moment où les activités vont reprendre un boost sur l'emploi, sur les offres d'emploi, sur les opportunités. Ça, ce sont les optimistes. Et puis, on a aussi de l'autre côté des pessimistes qui disent que la déflagration est tellement importante qu'on n'arrive même pas encore aujourd'hui à mesurer les conséquences réelles sur les opérateurs économiques, puisque vous vous doutez bien que dans un moment comme celui-là, les opérateurs économiques ne pensent pas à recruter, pensent plutôt à réduire leur masse salariale, leurs effectifs, et donc par conséquent pensent encore moins à recruter des jeunes diplômés. De toute façon, le jeune diplômé mondialement, en temps normal, je dirais, trouver son premier job, c'est déjà un parcours du combattant. Dans ce moment incertain économique, bon, c'est pas un parcours du combattant, ça peut être même cauchemardesque. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, si on peut avancer, Yasmine, c'est quoi? C'est de dire que on ne sait pas si le pire est devant nous. D'accord?
l'idée. En fait, voilà, je ne sais pas si on peut demander justement à nos participants de nous donner leur ressenti par rapport peut-être à l'issue de cette crise ou par rapport à leur perception du marché de l'emploi actuellement. Voilà, alors je pense que quelques questions vont Alors, peut-être arriver. Alors, sur ce, oui, oui. voilà. Je t'invite à poursuivre, oui. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que pour un jeune diplômé, décrocher son premier job, c'est déjà compliqué en temps normal. Et en Algérie, peut-être plus qu'ailleurs, parce que il y a dans notre pays comme une sorte d'évaluation du fait d'être jeune diplômé. Voilà, c'est comme si un jeune diplômé n'était capable de rien faire, ne sait rien, n'a pas d'expérience, et donc sa probabilité à être recruté est compliquée en temps normal. Dans ce moment-là, ça peut être encore plus compliqué. Donc le point ici que j'aimerais aborder, c'est que préparons-nous au pire. Voilà. Préparons-nous au pire en ayant une posture, en ayant des outils, en étant armés à cette recherche d'emploi. Et si jamais le pire ne vient pas, le message c'est de dire bah, vous serez prêt en fait. Et vous serez peut-être plus prêt que tous les jeunes diplômés avec qui vous êtes en quelque sorte en concurrence pour décrocher, ce premier emploi. Voilà, donc si on peut continuer, Yasmine. Donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est voilà, prepare for the worst, hope for the best. C'est un peu d'ailleurs la maxime que j'essaye moi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, de m'appliquer. Il y a plein de choses que je ne peux pas maîtriser, d'accord? Je suis plutôt de nature, moi-même, personnellement, optimiste. Mais dans ce moment-là, j'ai plutôt préféré l'attitude suivante, de me préparer pour le pire, espérer le meilleur, et si des bonnes nouvelles arrivent, ça sera de très très bonnes nouvelles. Donc, prepare for the worst, hope for the best. La première chose, à mon avis, que l'on peut faire, avant toute chose, pour un jeune diplômé qui a obtenu son diplôme récemment ou il y a quelques mois. Quand je dis il y a quelques mois, c'est-à-dire un jeune diplômé, mais qui n'a pas encore réussi à décrocher son premier job, ou alors un jeune diplômé qui va l'être dans quelques semaines, dans quelques mois. La première chose que je propose, c'est prendre du temps, en fait. Alors, je sais que la course au premier job, souvent, on la compare à une course, en fait. À celui qui va aller le plus vite et à celui qui va être capable de shooter des CV par centaines, par milliers, à toutes les annonces qui arrivent, etc. Bon. Moi, ce que je conseille d'abord, c'est de prendre du temps prendre du temps pour quoi? La première chose, prendre du temps pour réfléchir à son projet. Comme je l'indique dans le slide suivant, Yasmine, réfléchir à son projet. Donc, réfléchir à son projet, ça veut dire quoi? Alors, c'est assez intéressant de prendre ce temps pour réfléchir à ça parce que on le sait tous, en fait, il y a un constat qu'on fait de manière universelle, pas simplement en Algérie, c'est que les études ne préparent pas au monde du travail. C'est que tout ce que vous avez appris de manière académique, qui sont récompensés par un diplôme, le diplôme est la fin de quelque chose, mais c'est surtout le début d'un long chemin professionnel. D'accord? Et je pense qu'il y a entre la fin de ses études et l'entrée sur le marché du travail, il y a très très peu d'écoles, d'universités qui ont la capacité à préparer les jeunes diplômés à cette entrée sur le marché du travail. Alors on pourrait se plaindre sur le fait que
l'université ou l'école supérieure ne prépare pas. Mais on peut aussi, lorsqu'on a 20 ans, lorsqu'on a 21 ans, 22 ans, décider et être responsable quelque part de son destin en prenant le taureau par les cornes pour aussi réfléchir aux choses. Quand je dis réfléchir aux choses et ne pas tout de suite shooter son CV sur des métiers qu'on comprend même pas, qu'on n'a même pas découvert, etc. Ça veut dire quelque part réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Quel métier? Quelle filière? D'accord? Je prends l'exemple d'un jeune diplômé dans une formation finance. Ben, les métiers de la finance, vous avez des dizaines et des dizaines d'occurrences et de possibilités dans les métiers de la finance. Les métiers de l'audit, de la comptabilité, du contrôle de gestion et d'autres. Et donc, peut-être que ce diplômé de la fonction finance doit réfléchir à, OK, j'ai obtenu un master finance. Qu'est-ce que je peux faire avec ce master? Alors, c'est quoi? Quel métier? Le métier de l'audit. Ah, tiens, mais c'est quoi les métiers de l'audit? Voilà. Celui qui me dit, oui, mais justement, on n'est pas capable d'avoir ce type, on n'a pas ce type d'information. Voilà. Bon, moi, je dis que aujourd'hui, en 2020, grâce à toutes les ressources que l'on a de disponibles sur Internet, on peut se poser la question et on peut essayer de trouver un premier début de réponse pour éclairer sa réflexion sur quel métier. Vous avez des ressources disponibles, pas simplement en Algérie, mais vous avez des ressources dans l'espace du web francophone avec plein de plateformes qui expliquent, ben tiens, avec un diplôme finance, voilà les métiers que l'on peut faire et qui expliquent ces métiers et dans lequel on a des témoignages de professionnels qui expliquent ce métier. D'accord? Pareil pour la filière marketing, pareil pour la filière, je sais pas, industrielle. Qu'est-ce que je peux faire avec un master, un diplôme d'ingénieur en génie industriel? Il y a plein de ressources qui nous permettent de répondre à ces questions. Voilà. L'autre niveau de réflexion, c'est, OK, j'ai une idée un peu plus précise des métiers que je peux exercer. Dans quel type d'organisation je peux exercer ce métier? Au sein de groupes internationaux, au sein de groupes locaux, algériens, nationaux, au sein de PME, au sein de start-up. Voilà. Et le conseil que je donne ici, c'est dans un contexte difficile, c'est de peut-être pas faire trop son difficile. En fait. Voilà. C'est-à-dire que dans un contexte difficile, à mon avis, il faut avoir une approche pragmatique, réaliste, en disant que le métier de vos rêves, peut-être que vous arriverez à l'exercer, d'accord? Mais peut-être que vous arriverez à le trouver à terme. C'est-à-dire peut-être qu'il arrivera dans 2 ou 3 ans, mais que la priorité que l'on a, à mon avis, en tant que jeune diplômé, c'est de trouver ce premier job. Voilà. Trouver ce premier job et donc adapter ses expectations, ses espérances. J'échange beaucoup avec de jeunes diplômés, que ce soit au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Algérie, en Tunisie, sur le continent africain, qui me disent bon, moi, si je ne trouve pas un premier job dans une filiale de multinationale, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux pas travailler dans un groupe local, parce que les méthodes de management dans un groupe local sont. On sait, ceux qui m'écoutent aujourd'hui savent de quoi je parle. Bon, peut-être peut-être que c'est une réalité. Et Yasmine, qui a beaucoup de contacts avec des groupes internationaux versus de groupes locaux, peut peut-être confirmer qu'effectivement, il y a une maturité, il y a des standards qui sont plus intéressants dans un groupe international. Bon, mais ce que j'essaye de dire ici, c'est que Absolument, absolument. En fait,
les entreprises, enfin, les grands groupes internationaux, bien de grandes entreprises ici locales, communiquent beaucoup sur leurs valeurs, communiquent beaucoup sur l'évolution qu'on peut donner. Et en fait, les candidats sont plus intéressés par ce type d'entreprise parce qu'en fait, ils voient un petit peu, ils ont une projection éventuellement de leur carrière et de leur évolution au sein de cette entreprise. Je pense que c'est ce qui explique le fait que les candidats soient attirés Voilà. par Et donc, ce que je une dis, c'est que je entreprise suis plutôt que d'accord d'autres. avec cette manière de penser en disant que oui, il y a certainement, en termes d'apprentissage, un terrain un peu plus favorable dans les groupes internationaux, mais je dirais, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que si j'ai pas de possibilité sur un premier job de rentrer dans la filiale d'une belle multinationale en Algérie et que j'ai un premier job qui se présente dans un groupe local qui est peut-être moins réputé, etc., qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, mon conseil, c'est d'aller explorer aussi les possibilités dans des groupes locaux, dans des PME qui sont peut-être moins connus, qui sont peut-être moins réputés, mais dans lequel peut-être on aura la chance de travailler avec un manager qui va être dans l'envie de vous apprendre, de transmettre ses compétences et son savoir-faire. Voilà, donc dans le deuxième niveau de réflexion, élargissons notre scope de recherche sur la cible. Voilà. Alors on peut revenir ici. Voilà, donc réfléchir à son projet, prendre du temps pour réfléchir à son projet, prendre du temps pour réfléchir, pour développer aussi ses compétences. Ce que je dis ici est important parce que quand on mesure la durée, le temps que prend le fait de décrocher son premier job, ça peut prendre pas mal de temps. D'accord? Certains auront la chance peut-être de le décrocher une semaine après être diplômé, et pour d'autres, en moyenne, ça peut prendre, je sais pas ce que tu en penses Yasmine, mais ça peut prendre en tout cas de 6 mois à 12 mois en fait. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Est-ce qu'on reste sur son canapé chez soi à attendre que le CDI tant espéré arrive? Ou alors on en profite pour maximiser ce temps, pour continuer à développer ses compétences. Voilà. Et je trouve que dans cette réflexion-là, il y a aujourd'hui beaucoup de choses possibles, notamment online, pour développer ses compétences. Et sur des modèles qui ne sont pas toujours payants. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses en fait accessibles qui sont gratuites. Alors, il y a plein de conférences online, où on l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas, sur des thématiques industrielles, je ne sais pas, pour un ingénieur industriel qui a envie de développer ses compétences en lean management, par exemple. Il y a plein de conférences en ligne, de ressources en ligne qui permettent de développer ça. On parlait de diplômés finance qui peuvent développer également une certification en IFRS, par exemple, sur des méthodologies de comptabilité internationale, et tout ça en ligne en fait, et en ayant accès à des ressources gratuites. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, aussi de plateformes qui offrent des certifications, voire même des diplômes accessibles online de manière gratuite. Voilà. Alors, il y en a beaucoup. On peut citer Coursera, par exemple. On peut citer EDX, pour ceux qui ont un niveau d'anglais suffisant. EDX, en minuscule, EDX, qui donne accès, tenez-vous bien, depuis chez soi, depuis Alger, depuis Oran, depuis Constantine, à des formations de toutes les plus grandes universités mondiales, américaines, chinoises, avec des cours en anglais, supportés par des professeurs de très très bon niveau, tout ça en ligne, y compris gratuitement. Gratuitement. D'ailleurs, j'ai moi-même saisi l'opportunité de ce confinement
pour m'inscrire, alors que, honnêtement, à 48 ans et là où je suis dans mon travail, j'aurais pu m'en passer, pour m'inscrire à une formation donc portée par cette plateforme dont je vous ai parlé, EDX, où j'ai eu la possibilité d'accéder à une formation portée par Harvard University sur une thématique Emerging Entrepreneurship in Emerging Market, entreprendre dans les marchés émergents. Un cours, en tout cas, pas un cours, mais une sorte d'apport d'une durée de 20 heures. Ça ne m'a pas pris très longtemps, 2 heures par jour. Et je me dirais avec un petit clin d'œil qu'à la fin de cette formation, je pourrais mettre le logo de Harvard sur mon CV en ayant suivi une formation de Harvard depuis chez moi et une formation qui m'a coûté $0. Et super intéressante, super puissante, où j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc on pourra peut-être partager d'autres plateformes online qui existent, mais en tout cas, il suffit d'aller sur notre ami Google pour choisir ces formations. Voilà, il y a nos participants qui ont aussi partagé avec nous d'autres plateformes qu'on pourrait utiliser. Là, je cite Open Classroom, on cite Benoît.fr. Voilà. Donc, nos participants ont l'habitude justement d'user et d'abuser de plateformes. Voilà. Exactement. Voilà, donc pour ceux qui le font, je les encourage à continuer. Pour ceux qui n'y avaient pas pensé, allez-y. Développer ses compétences, développer sa maîtrise de l'anglais. On sait très bien que c'est pas à l'école qu'on apprend l'anglais. Donc, comment je fais pour développer une compétence qui est aujourd'hui très importante? Je pense qu'il y a plein de choses de manière individuelle à faire pour développer sa propre compétence. Et ce que j'essaye de vous dire par là, vous l'avez compris, c'est que il y a un état d'esprit, à mon avis, qui est à avoir. Soit on attend que tout vient à soi, le know-how, les compétences, les savoirs, soit on décide d'aller les chercher. Dans cette course qui est la recherche du premier emploi, on va imaginer ça en disant que tout le monde part sur la même ligne de départ, en fait. Voilà. Mais ceux qui arrivent au bout sont peut-être ceux qui se sont armés, qui ont développé leurs compétences un peu plus que d'autres et qui ont démontré ainsi leur envie, une envie plus forte, une ambition plus forte pour décrocher ce premier job. Voilà. Prendre du temps pour développer sa culture professionnelle, comme on l'a dit, mais aussi générale. Alors là, bon, moi, je vais peut-être en choquer certains, mais dites-moi, dans un monde aujourd'hui, qui est un monde d'inculture universelle, d'inculture. Moi, je pense que celui qui développe un tout petit peu de culture générale, se démarque par rapport aux autres. D'accord? Quand on est jeune diplômé, bon, et ça s'adresse aussi aux moins jeunes diplômés, voire même aux cadres. D'accord? On peut décider de passer beaucoup de temps à regarder des séries. On peut décider de passer beaucoup de temps à se promener, alors même si on ne peut pas trop le faire ici. On peut passer beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, etc. Voilà, très bien. Il faut que jeunesse se fasse. Voilà. Développer sa culture générale, sa culture professionnelle, à mon avis, est un élément qui va démarquer, différencier les candidats que vous êtes. Et quand je dis développer sa culture générale, ça ne veut pas dire devenir soi-même une encyclopédie scientifique sur tel ou tel sujet. Voilà, c'est démontrer à partir d'un centre d'intérêt que vous avez. Si ce centre d'intérêt, je sais pas, la production de miel dans les montagnes de Kabylie, pourquoi pas? Si c'est la géopolitique mondiale, allons-y. Si c'est une culture en littérature, enfin, les champs de développement de sa propre culture sont infinis et il n'y en a pas
a pas un sujet plus intéressant qu'un autre. Chacun doit choisir là où il a envie de se développer son intellect, de développer sa curiosité. D'accord? Et croyez-moi, et là c'est le recruteur qui vous parle, le recruteur qui interviewe par an des centaines et des centaines de candidats, comme je vous l'ai dit, très expérimentés. À la fin de la fin, quand on a en face de nous des gens qui ont des parcours qui se rejoignent, avec des expériences qui se rejoignent, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la personnalité et c'est tout ce qu'on appelle les soft skills. Et dans les soft skills, l'aspect culture professionnelle, culture générale, montrer que je suis quelqu'un qui m'intéresse aux choses, qui m'intéresse au monde, qui m'intéresse au métier dans lequel j'ai eu envie d'évoluer. Quand je dis culture professionnelle ou culture générale, par exemple pour les jeunes qui sont en formation ressources humaines, on a sous nos yeux vu un changement radical des modalités de travail liées au télétravail. Ben c'est avoir été capable, maintenant et encore demain, c'est possible, à m'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les conséquences de ce changement dans les modalités de travail. Vous voyez, ce que j'essaie de dire ici, c'est que on peut choisir soit d'être inactif, passif, et attendre que le premier job arrive, soit on peut décider d'être actif à son niveau. Et quelle que soit la chance qu'on a eue de naître dans un environnement plus ou moins favorisé, je pense que s'il y a bien un endroit dans lequel on peut développer son propre libre arbitre, sa propre capacité à se développer personnellement, c'est celui-là. Voilà. Lire, écouter, regarder, apprendre, se développer. Voilà. Voilà un petit peu sur ce petit point. Alors, si on continue un petit peu, prendre un peu de temps également. Voilà, Yasmine, si on peut avancer. Voilà. Alors, pour définir ce que j'appelle, quelle va être ma tactique? Voilà. Donc, pas ma tactique de recherche d'emploi, en fait. Dans ce moment qui est compliqué. Alors, ce que j'explore avec vous, c'est plusieurs options. Encore une fois, pas de recette, mais des choses tirées de l'expérience de mon quotidien. Premier point, la tactique de l'autruche. Tactique de l'autruche, c'est quoi? C'est penser que j'ai mon diplôme, qu'il ne se passe rien autour de moi et qu'il suffit juste que j'envoie mon CV par centaines, par milliers et avec un peu de chance, je vais décrocher mon premier job. D'accord? L'autruche, elle a la tête dans le sable et elle n'est pas capable de voir la réalité qui l'entoure. Donc, vous l'avez compris, je ne conseille pas la tactique de l'autruche. Voilà. L'autre tactique, alors qu'on s'apprête à rentrer dans un marché du travail compliqué, pourrait être de décider d'attendre de meilleurs jours et décaler son entrée sur le marché du travail peut-être d'une année. En disant, bah, de toute façon, on est dans un tel marasme économique que sortir sur le marché du travail aujourd'hui avec mon diplôme, c'est m'exposer à une difficulté trop importante. Donc, je préfère décaler et rempiler une année d'études. Encore une fois, chacun doit être maître de cette réflexion. Il n'y a pas de recette miracle. Poursuivre une année d'études, ça peut coûter de l'argent. Tout le monde n'a pas les moyens. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Mais ça peut être une option, en tout cas pour ceux qui ont la possibilité. Même si la question du coût peut être, je dirais, dépassée par le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, de choisir
une formation online avec Open Classroom, par exemple, et de commencer cette formation, c'est-à-dire que plutôt que d'attendre que le job arrive, m'occuper de manière utile à développer une compétence supplémentaire. Voilà, autre possibilité que j'explore, qui est, ok, bah, peut-être que la première marche qu'on peut essayer de viser, si ce fameux job en CDI n'arrive pas, est-ce qu'on peut éventuellement accepter un stage, y compris non rémunéré? Alors, j'entends déjà certains d'entre vous commenter de chez eux cette réflexion et me dire, voilà, encore Boilem qui pense que en tant que jeune diplômé, on a la seule possibilité qu'on a, c'est d'être esclave d'un employeur, c'est-à-dire travailler pour une rémunération égale à zéro. Encore une fois, j'ai pas de recette miracle. Dans un monde idéal, on devrait une société moderne devrait être capable de donner un job à tous les jeunes diplômés qui rentrent sur le marché du travail. On ne vit pas dans un monde idéal, on est dans un contexte très compliqué, y compris en Algérie. D'accord? Surtout peut-être même en Algérie. Donc je dis que si un stage se présente, y compris non rémunéré, bah, plutôt que de l'écarter d'une main par principe en disant j'ai pas fait toutes ces études pour travailler gratuitement, j'essaye de vous inviter à changer la manière de voir les choses en disant je préfère, plutôt que de rester chez moi, aller faire ce stage non rémunéré, acquérir cette expérience. Ça va pas durer 3 mois, 6 mois, continuer ma recherche parallèlement et montrer aux recruteurs que je vais pouvoir rencontrer parce qu'ils auront constaté que je suis en train de faire un stage et donc d'acquérir une expérience. Vous voyez, je rentre dans quelque chose de vertueux en fait. Plutôt que d'attendre la première expérience qui n'arrive pas, je me crée les moyens d'acquérir cette première expérience. Et vous voyez, je fais écho à une réflexion que tous les jeunes diplômés dans le monde entier font, et parfois avec beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incompréhension. Yasmine, tu le sais bien. Les entreprises aujourd'hui, même pour recruter un jeune diplômé, demandent à ce jeune diplômé d'avoir une expérience. On est dans un monde qui marche sur la tête. Et je comprends la frustration. Et je comprends parfois même les cris de colère de ces jeunes diplômés qui me disent « Mais voilà, comment je fais pour avoir une première expérience alors que je suis jeune diplômé et que voilà, pour avoir une expérience, il faut qu'on me donne l'occasion de l'acquérir, cette première expérience. » Voilà, donc là, on est dans un truc qui se mord la queue, etc. Et donc, je dis, si une opportunité de faire un stage, y compris non rémunéré, prenons-la. L'autre remarque, oui, Yasmine? Si je peux juste intervenir sur ça, Boalem. En fait, j'ai l'habitude d'accompagner des étudiants au sein d'écoles ou d'universités dans le cadre de leur future recherche d'emploi. Et en fait, ce que je leur dis, c'est de ne jamais dénigrer les stages. En fait, les stages sont considérés comme étant une expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que l'entreprise nous donne la possibilité justement de faire valoir ce qu'on a appris au niveau de l'université. Elle nous donne également du savoir-faire et puis c'est une porte d'entrée pour le monde professionnel. Donc, ce que les candidats ne mettent pas en fait en valeur, c'est le fait que ce stage-là est une expérience professionnelle et qui peut faire valoir ce stage en tant qu'expérience professionnelle auprès Exactement. L'autre réflexion, et là, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue, chacun doit faire sa propre réflexion. J'ai du mal à trouver mon premier job. Il n'y a pas de stage, qui arrive, etc. Est-ce que je dois accepter ce que j'appelle un job dégradé, c'est-à-dire qu'un job qui correspond pas à mon ambition, à mes espérances, qui correspond peut-être pas même à mon secteur de formation? Bon,
il y a souvent une réflexion des jeunes diplômés qui me disent, oui, mais voilà, si j'accepte un job dégradé qui n'est pas dans mon secteur d'activité, je vais avoir du mal à expliquer aux recruteurs que je suis en train de faire ce job-là et pas de développer une expérience dans le métier pour lequel je me suis formé. Bon, je sais pas, moi j'espère qu'en 2020, les recruteurs sont des gens normaux, sont des gens bienveillants et sont des gens qui sont capables de comprendre qu'on n'a pas tous, que tout le monde n'a pas la chance de trouver le premier job de ses rêves tout de suite, que parfois on est dans une situation économique où bah, il faut aller travailler pour payer ses factures, pour payer ses dépenses, etc. Et encore une fois, le recruteur que je suis, qui parfois recrute des jeunes diplômés, entre deux candidats, d'accord, même niveau de diplôme, même âge, même trajectoire, entre un qui, depuis plusieurs mois, cherche sans rien faire à côté, et un autre qui m'aura dit, bon, je suis en train d'être serveur dans un fast-food, je suis en train d'être, je sais pas, assistant administratif dans une société alors que j'ai un bac plus 5, et ben moi au contraire, le recruteur que je suis me dira, ben, cette personne-là, malgré tout, elle a accepté, oui, un job dégradé, mais elle a démontré son envie de s'insérer. Elle a démontré sa capacité à développer une volonté, et peut-être même qu'entre ces deux candidats, j'aurais peut-être plus envie d'aller choisir celui qui a décidé quelque part de ne pas attendre que les choses arrivent. Voilà. Mais ça, c'est lié aussi à mon histoire personnelle, mais bon, je ne vais pas aller sur ce sujet-là. L'autre chose qu'on peut envisager, alors, lancer son propre projet. Bon, là encore, j'entends ici les gens me dire, mais il est complètement fou. Ouais. Il nous dit dans le début de la présentation, c'est la crise mondiale, et il nous dit, bah tiens, je suis jeune diplômé, bah tiens, peut-être que c'est le moment de lancer ton propre projet. En fait, je suis pas si fou que ça. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que ça correspond pas à tout le monde. D'accord? L'envie d'entreprendre correspond pas à tout le monde. De toute façon, certains l'ont pas, etc. Mais ceux qui l'ont, ce que je dis, c'est que bah, plutôt que de rester chez soi à rien faire, ou plutôt que de rester chez soi à ne faire qu'envoyer ses CV, peut-être que vous avez un projet, une idée, d'accord? Et ben moi, ce que je vous invite, prenez le temps d'y travailler dessus. Prenez le temps de faire vos études de marché. Prenez le temps de travailler à conceptualiser votre projet. Prenez du temps, mobilisez votre énergie pour un petit peu avancer sur ce projet. Peut-être que vous n'allez pas réussir à le lancer, ce projet-là, cette entreprise-là. Et je ne parle pas forcément d'une start-up dans la nouvelle économie. Je parle peut-être d'une activité très basique je sais pas, de lavage de voiture. Je sais pas. Voilà. Ce que je dis, c'est que, en fait, tout ce temps-là que vous allez prendre pour réfléchir au lancement de ce projet, c'est quelque part une expérience professionnelle. Et cette expérience professionnelle qu'on intitulera lancement de son projet, lancement de son activité, c'est en fait une expérience que vous allez acquérir et que vous allez même pouvoir défendre lors d'un entretien de recrutement. À la question d'un recruteur, qu'est-ce que tu fais depuis l'obtention de ton diplôme? Je réponds quoi? Ben rien, je cherche. Ou alors, ben je cherche, mais en fait, j'ai essayé de développer mes compétences, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai fait une formation en ligne, ceci, cela, et j'ai même pris ce temps pour réfléchir sur mon propre projet d'entreprise. Vous voyez ce que j'essaye d'ouvrir un petit peu comme réflexion et comme angle, qui est
un peu peut-être surprenant, encore une fois, dans le contexte actuel. Mais ce que je dis, c'est que vous n'arriverez peut-être pas à lancer effectivement le projet, mais vous aurez passé du temps à développer une compétence tout en travaillant sur ce projet de lancement que vous pourrez défendre dans un entretien de recrutement. Voilà. Et enfin, dernière chose, qui quelque part essaye de répondre toujours à la même question qu'un recruteur va poser. Qu'est-ce que tu fais en attendant de trouver son premier job? Et bien peut-être que accepter de participer bénévolement à des actions, s'impliquer dans une association locale, une association professionnelle, une association d'étudiants, voire même décider avec deux, trois autres jeunes de sa même promotion de lancer sa propre association qui essaye de répondre à telle ou telle problématique, je sais pas, d'aide aux devoirs pour les jeunes enfants déscolarisés, de réflexion sur une thématique industrielle. Enfin, ce que je dis, c'est que le temps nous appartient. Et le temps, on décide, chacun à son niveau, d'en faire ou non bon usage. Et encore une fois, c'est le recruteur, c'est le chasseur de tête qui vous parle, qui vous dit, entre deux candidats identiques, même diplôme, même niveau d'expérience, celui qui aura démontré beaucoup d'envie de faire plein de choses, de se développer, de développer des compétences, des hard skills, des soft skills, je préférerais toujours ce candidat-là à celui qui a pas démonté grand-chose et qui est resté simplement dans la fatalité. Je suis jeune diplômé, je cherche, je trouve pas, j'attends que le premier job arrive. C'était le point que je voulais aborder sur ce point-là. Alors, si on poursuit, désolé, je parle beaucoup, Yasmine. Et, bon, mais franchement, c'est très passionnant, c'est plein d'idées. En fait, tu as abordé la thématique de tout ce qui est réflexion de différents angles et je pense que chacun de nos participants se reconnaîtra dans l'un des angles que tu as abordé, qui essaiera peut-être de réfléchir différemment. voilà. Alors, on poursuit, puisque la thématique, c'est la peur du vide et comment traverser la tempête. Bon. La première chose à faire lorsqu'on est jeune diplômé, c'est d'envoyer son CV. Bon. Et si je vous disais que c'est peut-être pas la seule chose à faire en fait. Et si je vous disais qu'en fait, il y avait d'autres choses à faire beaucoup plus efficaces que ça. Alors je vais continuer là-dessus dans cette rubrique. Envoyer son CV, c'est une stratégie de CV Flix. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur son canapé chez soi et en 2020, envoyer son CV, c'est la chose la plus simple au monde. D'accord? Il y a une annonce, j'envoie mon CV, je clique, je clique, je clique, je clique, je clique et en une heure, je peux envoyer 50 CV. D'accord? Bon. Alors, si on avance un petit peu pour illustrer mon propos, Yasmine, sur le prochain slide. D'accord. C'est que ce que je veux dire par là, envoyer son CV en répondant à une annonce ou une annonce parue sur Emploitique, par exemple, ou envoyer sa candidature spontanée, ça fait certainement partie du jeu, this part of the game. D'accord? Mais tenez-vous bien, moi je pense que c'est comme jouer au loto. Voilà. Ou c'est comme envoyer une bouteille à la mer. Ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que on envoie son CV, on attend. Son CV rentre dans un flux. Voilà. Et dans ce flux-là, il y a des centaines, des milliers de candidats. Voilà.
Et donc, on fait ça, mais on ne maîtrise rien en fait. Voilà. Donc là, c'est ce que j'appelle être dans une recherche d'emploi passive. Voilà. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont publié des choses sur comment optimiser l'envoi de son CV, etc. Donc, je ne vais pas prendre du temps là-dessus. D'accord? Je vais juste dire trois choses que vous devez entendre. D'accord? Si vous avez décidé de jouer au loto, faites-le bien. Si vous avez si vous avez décidé d'envoyer une bouteille à la mer, faites-le bien. Voilà, ton CV. Tu l'as vu ton CV là? Tu as vu le CV que tu envoies? On est en 2020. Être capable de rédiger un CV, d'accord? Avec la possibilité d'avoir des templates qui existent gratuitement, qui montrent ce que c'est que avoir un CV qui ressemble à quelque chose, quand même. Je reçois encore des CV de jeunes diplômés, voire même de cadres un peu confirmés, mais des CV qui ressemblent à rien du tout, quoi. Vous les recevez, vous n'avez même pas envie de l'ouvrir. D'accord? Donc, en fait, ce que je dis, c'est tu veux être dans ce jeu qui est d'envoyer son CV comme tout le monde, fais-le bien. Voilà, prends le temps de te respecter en mettant en forme un CV qui ressemble à quelque chose. Et je dis pas forcément en étant hyper créatif, avec des couleurs, machin, des choses simples, basiques. Et ton email d'accompagnement, ton message d'accompagnement, tu l'as lu un peu avant de l'envoyer? Bonjour monsieur, bonjour madame, veuillez trouver ci-joint mon CV, merci, au revoir, dans l'attente de votre retour. Je sais pas, pensez à celui qui reçoit 500 CV par semaine ou par jour, en fait. Quel est le mail qui va lui donner envie d'ouvrir et de cliquer sur votre CV? L'orthographe, c'est pas facultatif, d'accord? Le diable se situe dans les détails. Et puis, même si on peut se passer d'une grande lettre de motivation, parce que de toute façon, très honnêtement, je pense que les lettres de motivation ne sont plus lues. Et puis l'exercice a tellement été galvaudé avec des copier-coller de lettres de motivation qui ne veulent rien dire. Moi, je préfère que quelqu'un écrive un petit mail d'accompagnement d'une dizaine de lignes personnalisées plutôt que de copier-coller une lettre de motivation avec des banalités. Mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a plein de choses et même plein d'ateliers. Yasmine, tu me dis si je me trompe, même également animés par Emploitique sur comment maximiser son CV, comment bien rédiger un mail d'accompagnement, etc. Il y a des choses qui existent. D'accord? Moi, je vais aller sur un autre terrain. D'accord? Donc, Voilà. je passe au slide suivant, voilà. Voilà. Allons-y. Allons-y. Voilà. Je vais dire, OK, le CV Flix, ça fait partie du game. D'accord? Moi, je vais vous proposer une autre démarche qui n'est pas forcément exclusive. En fait, c'est pas l'une ou l'autre. Les deux, à mon avis, sont complémentaires. L'une est plutôt passive. J'envoie un CV à une annonce ou à une candidature spontanée. L'autre est plus proactive et active. Elle est tellement active et proactive euh, qu'elle peut même se comparer à une démarche de hacking. Et là, je vous entends encore, ça y est, Boilem, il est tombé sur la tête, il nous propose de devenir des hackers. Un hacker, c'est quoi en fait? Un hacker, par définition, c'est quelqu'un qui a décidé de rentrer de force dans un système donné. D'accord? Ben moi, ce que je vous propose, c'est de prendre l'état d'esprit du hacker. L'entreprise ne veut pas vous recruter, ne vous ouvre pas les portes.
c'est compliqué, on envoie son CV, on n'a pas de retour, etc. Comment on peut faire pour détourner le système et rentrer par la fenêtre? Hack ton futur job. Moi, j'aime bien ce pirate, en fait. J'aime bien ce pirate. Et je vais vous proposer de devenir pirate de votre propre recherche de job. Alors, comment faire? Ben, on a une chance aujourd'hui en 2020, c'est qu'on a un fabuleux terrain de hacking, LinkedIn. D'accord? euh, Et que même si on n'a pas la chance d'avoir papa, maman, tonton, tata qui peuvent nous aider à décrocher par un petit coup de piston un job, et ben moi je vais dire à tous ceux qui ne peuvent pas compter sur leur entourage parce qu'ils n'ont pas le bon réseau, et ben je vais leur proposer, voilà, de mettre en place une action qui va vous permettre de créer votre propre réseau, de le développer et d'essayer, on le verra petit à petit, de créer de l'engagement de personnes qui pourront, parce qu'ils vous ont repéré, vous accompagner, vous aider, vous conseiller. Alors, si on continue là-dessus, il y a d'abord un petit préliminaire. D'accord? Première chose, en fonction de votre projet, vous allez identifier vos cibles. Parce que le pirate, c'est quelqu'un qui réfléchit qui il veut pirater. D'accord? Vous identifiez vos cibles. Je prends ici l'occasion de vous dire, c'est que qui recrute dans les entreprises? En fait, il y a 3 types de personnes qui recrutent dans les entreprises, quel que soit le métier. D'accord? Le service RH, donc toutes les personnes qui travaillent dans un service RH et dans la fonction recrutement. D'accord? Mais, vous l'avez compris, l'opérationnel, manager ou directeur, c'est lui qui, en fait, au final, recrute. Le service RH, la fonction recrutement de l'entreprise, n'étant qu'un intermédiaire. Donc, on va identifier, en termes de cible, les personnes qui occupent la fonction en recrutement, des RH, responsables ressources humaines, responsables recrutement, etc. Ça, c'est une partie des cibles. La deuxième partie des cibles, c'est le directeur opérationnel. Je suis jeune diplômé en génie industriel. J'ai identifié que je veux travailler en tant que responsable dans les métiers de la production. Eh ben, les opérationnels qui recrutent sont le directeur de production, le directeur d'usine, le directeur de site, le responsable de site. Vous voyez, on peut décliner l'opérationnel de manière très très précise. Voilà. Et puis, en fonction de la taille des groupes, vous avez aussi le dirigeant, le directeur suprême, celui qui est au-dessus de tout. Alors, cette troisième cible, on va la travailler de manière un peu prudente. Voilà. Mais ce que je vais vous dire, c'est que à la question qui serait oui, mais Bolem, comment je fais pour identifier dans telle entreprise qui occupe cette fonction? Ben, vous savez quoi? Ben, mon ami Google, il a réponse à beaucoup de choses en fait. Vous ferez l'essai en terminant cette conférence. Je sais pas. Prenons l'exemple d'un jeune diplômé industriel qui rêve de rentrer chez Renault Algérie. D'accord? Vous allez sur Google, tapez directeur d'usine Renault Algérie. D'accord? Et je fais le pari qu'il y a plusieurs noms qui sortent et qu'il y a le nom
de l'actuel directeur de Renault Algérie, ou directeur d'usine, ou directeur de telle partie de la production. D'accord? Vous pouvez faire l'exemple, vous pouvez faire l'exercice de manière spontanée. C'est d'ailleurs moi une technique que j'utilise pour faire ma chasse de tête en fait. Je veux chasser la directrice d'emploi TIC, je ne la connais pas, je vais essayer de trouver qui c'est, son nom. Il faut que j'obtienne son nom. D'accord? Une fois qu'on a identifié sa cible, et je fais le lien avec tout ce que je vous disais tout à l'heure sur j'ai réfléchi à mon projet, j'ai réfléchi à quel métier, et j'ai réfléchi à quelle entreprise. D'accord? Donc, les cibles, elles correspondent aux métiers et aux entreprises qui font partie intégrante de votre projet professionnel. D'accord? J'ai cette première matière brute d'information, je bascule sur LinkedIn. D'accord? Je vais voir les profils de ces personnes. La seule chose à faire, à surtout ne pas faire au départ, c'est j'envoie un message LinkedIn directement, comme ça, en disant bonjour monsieur, je suis jeune diplômé, bonjour monsieur ou madame d'ailleurs, veuillez trouver ci-joint votre CV. Ça sert à rien du tout en fait. Voilà, ça sert à rien du tout. Ce que je dis, c'est que on va s'approcher autour de cette cible à pas de loup. On va essayer une fois qu'on l'a identifiée, tiens, cette personne, elle occupe une responsabilité dans l'entreprise, dans une des entreprises qui m'intéresse. D'accord? Je vais aller voir sur LinkedIn si elle n'a pas publié un post. Je vais aller voir sur LinkedIn si elle n'a pas publié un commentaire dans mon feed d'actualité, en visitant son profil, avant même de lui demander d'accéder à son réseau, en lui envoyant une invitation, vous pouvez la suivre. D'ailleurs, même je vous invite plutôt à utiliser l'option suivre la personne plutôt que directement demander d'intégrer le réseau de cette personne. D'accord? Pourquoi? Parce que les professionnels d'un certain niveau, je l'ai constaté, quand vous êtes jeune diplômé, que vous envoyez une invitation et ils ne vous répondent pas, ils l'acceptent pas. Pas tous, pas tout le monde, mais certains. Donc on peut essayer de faire les deux. Mais on suit cette personne. Elle publie quelque chose. D'accord? Qu'est-ce que je dis? Eh bien, osez faire de LinkedIn votre terrain d'action également. D'accord? Osez commenter, liker. Peut-être ensuite, dans un deuxième temps, oser poster. Qui a dit que LinkedIn était réservé aux professionnels confirmés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a établi une règle qui dit LinkedIn est réservé aux professionnels confirmés? Ben moi, j'invite, comme je l'ai fait auprès de ces jeunes diplômés marocains il y a 3 semaines, auprès de ces jeunes diplômés ivoiriens la semaine passée, qui étaient nombreux également, je vous invite à venir à l'abordage de LinkedIn. On ne vous voit pas assez sur LinkedIn. D'accord? C'est comme si vous vous censuriez en disant j'ai pas d'expérience, donc j'ai rien à faire sur LinkedIn. Il y a plein de gens confirmés. Non, allez-y. La chance sourit aux audacieux. La chance sourit à ceux qui n'ont pas froid aux yeux. D'accord? Vous avez une de vos cibles qui a publié un bel article.
commenter. Alors, c'est sûr que il faut réfléchir un petit peu à votre input. D'accord? Parce que ce que je dis ici, c'est que la première impression, c'est comme en amour, hein. La première impression, elle est fatale en fait. Voilà. Soit vous allez donner envie, soit vous n'allez pas donner envie en fait. D'accord? Ce que je dis en fait, c'est que essayez de comprendre un petit peu mon cheminement. Voilà. J'ai une stratégie de recherche, d'envoi de mon CV de manière massive. Ok. Parallèlement, je mène cette campagne de hacking sur LinkedIn en identifiant les professionnels, en les suivant, en essayant de commenter leurs publications, en essayant de donner un avis complémentaire à leurs publications. Peut-être même dans un deuxième temps, à essayer de poster un article ou un avis sur une tendance actuelle du métier que j'ai envie de réaliser. D'accord? Encore une fois, d'accord? C'est comme en amour. Il ne faut pas déclarer sa flamme tout de suite, immédiatement en fait. Il faut attendre, faut être un peu patient. Il faut, j'aime bien cette expression en fait. Encore une fois, nous sommes des hackers. D'accord? J'ai décidé de hacker telle personne. Enfin, vous l'avez compris, on est dans un hacking constructif. On est dans un hacking pour la bonne cause. D'accord? On n'est pas dans un hacking qui vise à pourrir cette personne. J'ai identifié cette personne. Je la suis. D'accord? J'envoie un commentaire. J'envoie ensuite une invitation. Elle me répond, elle ne me répond pas. Encore une fois, vous n'aurez pas 100% de réussite. D'accord? Il ne faut pas en faire un problème d'ego. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas parce que le professionnel que vous avez ciblé, à qui vous avez pris le temps d'envoyer un petit message, ne vous répond pas, qu'il ne vous aime pas. C'est pas grave. D'accord? Ce que je dis, c'est que si vous le faites sur 2 personnes et que vous avez 0 retour, c'est normal. Votre probabilité, elle est pas très importante. Si vous multipliez ça sur une échelle suffisamment importante, en essayant de vous donner des objectifs. Je suis jeune diplômé de la fonction en formation ressources humaines. Je veux rentrer dans un premier job dans un département ressources humaines d'une entreprise du marché algérien. Ben, on est capable d'identifier 10, 20, 50, 100 directeurs recrutement, directrice recrutement, directrice ressources humaines, talent development, talent acquisition specialist, etc. D'accord? Et je vais avoir une démarche d'approche directe de ces profils-là pour petit à petit, essayer d'engager la conversation. D'accord? D'essayer d'engager la conversation et de basculer ensuite dans une discussion en message privé. D'accord? Ce que je dis ici, alors ça peut vous paraître surprenant, mais c'est moi-même, en tant que business développeur en chef de mon entreprise, une démarche que j'applique pour prospecter mes clients, en fait. Voilà. Mais quand j'identifie le grand patron de telle entreprise, je ne lui envoie pas tout de suite un message avec ma brochure commerciale. Donc, s'il vous plaît, dans cette démarche-là, on n'envoie pas son CV. D'ailleurs, on ne se met pas en position de « je vais vous envoyer mon CV ». Je suis là pour rentrer en contact avec vous, monsieur ou madame. Je suis là pour essayer, si Yasmine, tu pouvais avancer, essayer
de transformer ce contact que vous avez hacké, que vous allez cibler, de le transformer en mentor. Comment vous allez faire? Ben, vous allez jouer sur une corde sur laquelle on peut jouer, qui est... Alors, je sais que Zouer Omerzouk, directeur des ressources humaines d'un grand groupe international, est là, et j'aimerais bien qu'à la fin de ça, il puisse intervenir, Yasmine, hein, s'il est là. Oui, oui, nous allons l'inviter sur scène tout à l'heure. Voilà, vous allez jouer sur la corde qu'on appelle l'ego des personnes. Vous savez, hein, quand vous êtes cadre confirmé, ben, il y a beaucoup d'ego en fait. Vous êtes fier de votre parcours, vous êtes fier de votre position, vous êtes fier de... Et vous savez, la nature humaine, elle est facilement lisible. Hein. On aime bien être complimenté. On aime bien recevoir des compliments. D'accord? Qu'est-ce que je dis? Je dis, votre approche, c'est une approche à pas de loup, à pas de félin. Vous avez ciblé quelqu'un. Vous essayez de petit à petit le suivre, commenter, pour à un moment donné essayer de l'accrocher. D'accord? Si vous l'accrochez trop brusquement en lui disant tout de suite, monsieur, en fait, je peux vous envoyer mon CV, vous allez le perdre. Parce que s'il n'a pas de besoin tout de suite, vous allez le perdre et vous allez gâcher cette relation. D'accord? L'approche que je vous propose, c'est de jouer aujourd'hui sur une autre corde. C'est la bienveillance des gens, en fait. Je pense que s'il y a une chose qu'a montré cette crise, c'est que les cadres confirmés, quand même, qui ont la chance d'avoir un poste, une carrière, qui ont une situation, ont démontré dans beaucoup de forums, etc., leur envie d'aider, en fait. Leur envie de conseiller, leur envie de donner un petit coup de pouce. Saisissez cette approche-là pour « je n'envoie pas mon CV ». Je ne dis pas « je suis à la recherche d'un job, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Est-ce que... Non. Madame la directrice des ressources humaines de Jay-Z. Voilà, j'ai vu, félicitations pour votre carrière, votre parcours. J'ai vu lors de votre dernier poste que vous aviez abordé tel sujet, et c'est un sujet d'ailleurs qui m'intéresse. Est-ce que je pourrais me permettre de prendre un peu de votre temps pour avoir une discussion avec vous? Encore une fois, il faut accepter que ça ne marche pas à tous les coups. D'accord? Mais il faut accepter de se mettre dans une démarche qui est même importante en termes de nombre de contacts qu'on va essayer de cibler. D'accord? Et ce nombre de contacts qu'on va essayer de générer, c'est peut-être 100, 200. Et vous savez, hein, décrocher son premier job, il suffit d'un retour favorable. D'un retour favorable. Je n'ai besoin que d'un retour favorable. Je n'ai besoin que d'un mentor parce qu'il aura apprécié cette démarche un peu différente. Je ne sais pas combien on est dans cette conférence, mais quelque part, vous avez la chance de suivre cette conférence qui vous donne une modalité d'action qui est différente de celle que vont utiliser la majorité des gens qui vont ne faire qu'envoyer leur CV. D'accord? Cette démarche-là, elle vous rend particulier. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes diplômés qui le font. Vous allez vous rendre, vous allez vous démarquer. Vous allez vous démontrer votre caractère presque même unique. D'accord? Vous, une fois que vous avez réussi à engager ce professionnel, en lui demandant un peu de son temps, pour qu'il vous parle de son métier, de son secteur, d'une thématique particulière, d'accord? Vous vous posez comme quelqu'un qui est plutôt dans l'échange, à la recherche d'un conseil, d'un avis, et petit à petit, vous, peut-être même, vous lui laissez
la possibilité de vous proposer un coup de pouce. Il a remarqué votre action, votre engagement, votre curiosité. Vous vous rappelez de ce que je disais tout à l'heure sur la culture professionnelle, sur la curiosité? Donc, tout ce que j'ai dit avant sert à alimenter cette démarche de hacking. Vous l'avez remarqué, d'accord? Vous lui laissez vous demander un coup de pouce en peut-être vous ouvrant, en lui donnant la possibilité de vous ouvrir son propre réseau, en lui donnant la possibilité de vous mettre en relation avec quelqu'un de son réseau dont il sait qu'il recrute. Lui ne recrute pas, mais il sait que tel autre directeur de production recherche un jeune ingénieur production qui a quelque chose. Vous voyez, en fait, c'est que il y a une chose dans nos pays, surtout le continent africain, alors, même ailleurs, en France, en Europe, on dit que ceux qui ont du piston ont plus de chances que d'autres. Et on dit souvent que de toute façon, pour trouver un job dans ce pays, il faut du piston. Ce que j'essaie de dire, c'est que si vous n'avez pas la chance d'avoir dans votre entourage des gens qui vont vous donner ce piston-là, et cette démarche-là, quelque part, elle cherche à aller se créer ce réseau de tonton ou de tata piston, en fait. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une recette miracle. Voilà. L'action que vous déciderez d'entreprendre, vous la ferez avec ce que vous êtes, avec votre sincérité, votre énergie, votre curiosité, vos différences. Voilà. Ce que je dis ici, c'est que il faut multiplier les contacts, oser prendre pied sur LinkedIn, qui est une formidable plateforme qu'en tant que jeune diplômé, vous pouvez pirater, voilà, que vous pouvez occuper. Moi, dès demain, je vois des posts, des commentaires de jeunes diplômés algériens sur LinkedIn qui décident de commenter des thématiques qui d'habitude n'étaient commentées que par des cadres confirmés. Oser. D'accord? Voilà. Alors, je ne sais pas si Zoher est là. Yasmine? Je ne sais pas. Tu souhaiterais faire intervenir monsieur Zoher Omerzor, c'est bien ça? Oui, j'aimerais bien. Je crois qu'il est là. J'aimerais bien, en fait, Zoher. On va inviter monsieur Zoher sur scène. Voilà. Vous me voyez et vous m'entendez. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravi de participer à ce webinaire. Merci beaucoup à Emploatic et à Boinem de m'avoir invité. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt mon intervention. J'avoue que je suis complètement en ligne avec le contenu. Évidemment, c'est pas une surprise. Alors, je vais peut-être me présenter. Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je n'ai pas de présentation. J'ai juste vous donner un peu mon point de vue de recruteur, hein, de quelqu'un qui agit. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. De quelqu'un qui a travaillé des années dans l'univers des ressources humaines. Alors, peut-être je me présente rapidement. Hein. Je me connecte à partir de Paris. Donc, je vis en France, mais je suis un pur produit de l'Algérie et de l'école algérienne. Donc, j'ai une carrière qui m'a emmené de chez Coca-Cola et Danone en Algérie, où j'ai eu des rôles de développeur RH, de DRH. J'ai ensuite suivi une carrière internationale, arrivé en France en 2009 chez Danone pour un rôle de DRH
dans l'univers international de la recherche et le développement. J'ai ensuite quitté Danone pour rejoindre Lafarge, le groupe Lafarge, en France, toujours sur un rôle de DRH. Et j'ai quitté Lafarge, ça fait 1 an, pour rejoindre un grand groupe multinational qui agit dans l'univers du conseil et des études de marché, qui s'appelle Kantar, qui est présent dans 100 pays dans le monde. Et je suis en fait aujourd'hui en charge de tout ce qui est talent management, formation et développement de leadership pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Voilà, ça c'est mon job actuel. Et comme je l'ai dit, je suis très content de contribuer. Je pense que pour aller tout droit dans le vif du sujet, à mon avis, les candidats aujourd'hui les plus qualifiés ne sont pas toujours ceux qui décrochent les meilleurs jobs. Ça, je pense que c'est une donnée intangible. Les recruteurs dans l'entreprise ou ailleurs, le plus souvent sont seuls et ceux qui réussissent à positionner leur candidature en adéquation avec le besoin de l'entreprise. Ça veut dire quoi en fait? Tout simplement, pour les candidats que vous êtes, tout se joue sur votre apparence de candidat, ça veut dire en fait votre marque candidat et votre attitude dans tout le processus de recherche. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Là, il y a une très bonne nouvelle. Ça veut dire que vous contrôlez en tant que candidat entièrement ces 2 facteurs. Donc, il y a un vrai, une vraie attention à apporter à comment vous vous positionnez sur le marché. Et Boalem a donné quelques tips dans sa présentation, mais aussi comment vous allez procéder dans la recherche d'emploi. Moi, je veux ajouter quelque chose de très simple en tant que DRH qui a recruté beaucoup de candidats durant ma carrière et de tous les niveaux, des juniors, mais aussi des seniors. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est l'impact que vous allez faire dans l'entretien. Moi, je veux parler de l'entretien, dans l'entretien de recrutement. L'impact que vous allez faire dans la relation que vous allez nouer avec le recruteur. Et moi, en tant que recruteur, je fais souvent beaucoup plus attention à l'attitude du candidat, à sa personnalité, à comment il interagit avec moi en tant que DRH. Et ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que ce qui va primer entre 2 candidats, et je pense que Boalem l'a dit tout à l'heure, ce qui va primer entre 2 candidats qui ont le même niveau d'expertise et qui peuvent même sortir de la même école, c'est leur capacité pour moi à s'intégrer dans mon organisation et dans mon environnement. Ça veut dire être agile, collaboratif, ouvert, parce qu'aujourd'hui, les entreprises et les organisations sont organisées de façon extrêmement complexe. Et donc, on a besoin de personnes qui, au-delà de leur savoir-faire, de ce qu'ils vont apporter en expertise technique, ce qu'ils vont apporter en tant que personne dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Pour moi, c'était ça le point que je voulais aborder. Et il y a aussi la question de la préparation. La préparation, elle est clé. Et aujourd'hui, travailler son pitch, c'est-à-dire la façon de se présenter, est absolument critique. Et je reviens toujours, je ne veux pas dérouler tout le processus de recherche et de construction de votre image et votre personal branding, mais je veux me concentrer sur le moment de l'interaction avec le DRH ou le recruteur. C'est extrêmement important d'être soi-même et de préparer son projet de façon extrêmement succincte. Ce que j'appelle, moi, l'elevator pitch, c'est les premières minutes de l'entretien sont capitales. Donc, c'est se préparer à dérouler ce qui fait de vous le candidat différenciant, ce qui fait de vous par rapport à ce que vous allez apporter en technicité, en savoir-faire, mais aussi en savoir-être dans les 2-3 minutes, les premiers rapports et liens que vous aurez avec le recruteur. Ils peuvent être clés dans la façon dont la suite de l'entretien va se dérouler. Voilà ce que je voulais dire. S'il y a des questions, ou Boalem, si tu veux
bridger sur un autre sujet, je suis prêt à répondre. Très, très intéressant sur ton input, Zoé, et notamment sur qu'est-ce qui va faire la différence lors de l'entretien. Alors moi, j'avais une petite question à te poser, par exemple. Toi qui es cadre supérieur opérationnel, demain sur LinkedIn, si tu avais l'approche d'un jeune diplômé telle que je l'ai décrite, personnellement, comment tu la trouverais? Est-ce que tu la trouverais déplacée et donc tu la balayerais d'un revers de la main parce que tu as d'autres choses à faire, etc. Ou alors, tiens, tu pourrais consacrer un petit peu, enfin, quelle serait ta position en tant que cadre supérieur? Alors, tu reçois comme ça un petit message, une invitation, comment tu réagis toi? Alors, je vais te donner deux réponses différentes. Parce qu'il y a la réponse standard et il y a la réponse Zoher ou Merzouk. Alors, moi, évidemment, je travaille dans un grand groupe, mais j'ai beaucoup d'intérêt au développement des autres. Donc, je suis aussi, parallèlement à mon travail, je suis mentor de jeunes diplômés. Je donne de mon temps pour aider de jeunes diplômés dans la région parisienne qui sont issus des quartiers difficiles, dans le cadre d'une association qui s'appelle Nos quartiers ont du talent. Et j'aide ces jeunes à trouver un emploi parce qu'ils viennent de milieux défavorisés. Donc, moi, je suis intéressé par les autres. Donc, les gens qui me contactent sur LinkedIn, généralement, je réponds. Mais peut-être que la réponse standard, c'est que quand on est cadre supérieur, quand on est contacté par un junior, on répond peut-être pas tout le temps. Alors, pour que la personne que vous contactez vous réponde, et ça peut être moi aussi, je pense qu'il faut aller aussi éveiller sa curiosité. Et comment éveiller sa curiosité? C'est en explorant son parcours à lui. Donc, quels sont les sujets dans ce qu'il commente dans ce cadre supérieur, dans ce qu'il commente, dans les sujets qu'il traite, son parcours de carrière, ces sujets qui l'intéressent, ses passions. Eh ben, il faut aller chercher quelque chose qui puisse créer du lien et de l'intérêt. Et du coup, ça peut marcher. Ça ne peut pas marcher systématiquement, mais il y a beaucoup plus de chances d'attirer l'intérêt d'un cadre supérieur RH ou autre quand on a éveillé son intérêt. Très bien. Donc, tu valides un petit peu l'approche. Et ce que tu rajoutes, c'est que il faut travailler son approche en fait pour susciter la curiosité et l'intérêt. C'est plutôt intéressant ce que tu dis. Non, exactement. Voilà, mais puis j'ajoute ce que tu disais tout à l'heure. Je le fais aussi de ma perspective et fenêtre à moi, mais toi, tu le fais beaucoup plus souvent que moi, évidemment. C'est ton champ d'action. Je trouve que les jeunes diplômés n'investissent pas suffisamment LinkedIn. Et ça, je l'ai aussi constaté et je trouve ça dommage parce que non seulement c'est un réseau où foisonnent les compétences et les contacts, mais c'est aussi un espace d'apprentissage. On apprend énormément de choses en tant que jeune candidat, soit sur son approche de construction de sa marque candidat, mais aussi apprendre comment gérer sa recherche et comment sont organisées les entreprises, parce que ce que tu l'as dit tout à l'heure, dans la démarche de recherche, évidemment, il n'est pas question d'envoyer des CV à tout bout de champ, mais travailler en amont avec du recul son projet et travailler son projet, c'est aussi savoir qui nous sommes. Donc, il y a la question de comprendre sa propre personnalité est clé. Et puis, à partir de là, comprendre et identifier quelles sont vos cibles en termes d'entreprise, de gens à contacter dans le réseau. Et LinkedIn, pour ça, c'est un puissant vecteur. Exactement. Merci pour ton input. Alors, Yasmine, si tu peux laisser Zoher en ligne.
je le laisse en ligne. Après, j'ai quelques questions de la part d'intervenants pour Zohir, justement, qui rebondissent surtout sur le pitch et sur comment attirer le recruteur. Donc là, il y a Mariam Yaissi qui nous demande comment marquer le recruteur dans son pitch et Ousna Amrouche qui nous dit comment attirer le recruteur. Donc là, je pense que ça parle du fait de travailler son pitch et sur LinkedIn et quand on est aussi en situation d'entretien d'embauche. Oui, je pense qu'il y a des choses qui se lient avec ce qu'a dit tout à l'heure Boilem, c'est la question de la préparation. Si vous allez voir une entreprise, il y a un travail énorme de recherche a priori, donc avant l'entretien, sur quelle est cette entreprise. Quels sont ses points forts? Quels sont ses points de développement? Quelle est la nature de ce business? Comment il est organisé? Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche un job, mais en fait, qu'est-ce qu'il recherche exactement? Trouver des éléments descriptifs du recruteur ou des DRH que vous allez le rencontrer pour pouvoir, dans le pitch justement, mettre en évidence des éléments qui puissent créer l'étincelle et le lien avec le recruteur. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, il y a un second aspect, je l'ai dit tout à l'heure, c'est se connaître soi-même est clé avant de connaître l'entreprise et la cible. Donc, être en capacité de mettre en évidence de façon honnête et transparente qu'est-ce qui nous différencie en tant que candidat. Quels sont les éléments pour lesquels ce recruteur va nous choisir. Et puis je l'ai dit, le pitch, vous savez très bien, le pitch, il doit être extrêmement court. C'est comme si vous rencontriez votre recruteur au pied d'un ascenseur, vous allez faire avec lui 20 étages et il faut pendant ces 20 étages, ces 3 minutes, il faut poser les bons éléments, les bons jalons pour pouvoir créer la confiance et l'intérêt pour la suite de l'entretien. Alors, je vais rebondir là-dessus pour dire, alors mon entrée, elle était sur comment hacker LinkedIn. Comment hacker un job en utilisant LinkedIn comme terrain de chasse. Ce que je viens ajouter ici, dès que le confinement sera installé en Algérie, que la vie reprendra ses droits, on va avoir de nouveau l'organisation de salons professionnels. Cette démarche-là de hacking, où je vais essayer d'aller chercher un contact, je pense qu'on peut la mettre en place, y compris dans un salon professionnel physique. Parce que, à ma connaissance, dans ces salons professionnels organisés partout en Algérie, partout dans le monde, mais y compris en Algérie, l'entrée n'est pas forcément réservée aux cadres professionnels. C'est-à-dire, on peut essayer de trouver une porte détournée pour rentrer dans un salon professionnel. Et là, le conseil, c'est le même. C'est, je n'y vais pas pour donner mon CV, d'accord, mais j'y vais pour rencontrer des professionnels qui m'intéressent et, comme l'a dit Zohir, pour susciter la curiosité en ayant au préalable, je rebondis là-dessus, travailler son pitch, créer un engagement. Voilà, donc tout ça pour dire que on a d'autres facettes pour mettre en œuvre cette démarche. Voilà. Alors, je ne sais pas si Yasmine, tu es là toujours? On a perdu Yasmine. Elle est en mute, je crois. Alors, Yasmine. Vous m'entendez là? Ça y est, on t'a retrouvé, Yasmine. J'ai eu une petite coupure de connexion. Voilà. Alors peut-être, je ne sais pas, on a le temps pour d'autres questions, Yasmine? On va essayer de prendre une dernière petite question, je pense. Alors, comment en quelque sorte prendre au recruteur que certaines compétences peuvent être apprises par la suite, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout connaître. Ça, c'est un grand chantier. Oui, exactement.
chantier que les DRH déjà auxquels les DRH doivent s'attaquer en premier lieu, en fait. Je sais pas si voilà, je peux me permettre, j'ai peut-être pas la réponse idéale à cette question, mais en tout cas, il y a deux possibilités. Quand on est en face d'un candidat qui ne maîtrise pas l'expertise fondamentale du job que nous cherchons, DRH, il est là en une situation problématique. Donc, il y a des éléments qui sont un peu les fondamentaux. Donc, si on recrute un technicien en maintenance, il doit maîtriser de la maintenance. Donc, voilà, c'est un peu basique ce que je dis, mais ça, c'est important. En revanche, et moi, il m'est arrivé, des fois, le recruteur ou DRH recherche des gens avec des expertises qu'on ne trouve pas forcément dans le marché. Et là, le DRH et le recruteur peuvent prendre des risques de prendre des candidats qui viennent de profils connexes, qui n'ont pas forcément la maîtrise parfaite de l'expertise que nous recherchons. Et ensuite, si on est une entreprise avec une culture du développement et du savoir et qu'on a la structure pour accompagner les jeunes pour se développer dans l'entreprise, on peut prendre le pari, et moi personnellement je l'ai fait dans le passé, on peut prendre le pari de prendre des jeunes pour les développer, sachant qu'ils sont en adéquation parfaite avec les besoins, la culture de l'entreprise et qui ont démontré un savoir-être et puis une envie pour s'investir. Très bien. Alors, si tu me permets, Yasmine, je vais rebondir sur un commentaire je ne vois pas son nom, mais un commentaire qui est un peu désabusé en fait. Je comprends. Encore une fois, on est devant un mur et la recherche de ce premier job est vraiment un cauchemar que l'on vit éveillé, quoi. Et, je rebondis sur ce commentaire qui disait bon, de toute façon, vous n'avez rien suscité en Algérie, on sait comment se passe le recrutement. Donc, comme si, oui, effectivement, c'était une fatalité et que de toute façon, derrière cette remarque, le recrutement, il ne se passe que par piston, en fait. Bon. Bon, encore une fois, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je dis simplement que moi, je ne peux faire que ce que je peux faire à ma hauteur, à ma dimension. Je suis petit, je fais 1m68, je ne suis pas très grand, je n'ai pas le bras très très long. Mais je sais que je peux faire certaines choses et enclencher certaines choses. Bon. Alors Zoé ne le savait pas, mais je vais profiter de sa présence ici. Alors, c'est pas une embuscade, Zoé. Hein. Voilà. Yasmine est là dans Poitique. On essaiera de mettre Loué aussi. Bon. Ensemble, on n'est pas seul. D'accord? Ce que je vais proposer à Zoé, à Yasmine et à Loué, à Zoé, bien sûr. Alors Zoé, tu prends un peu de temps pour NQT, nos quartiers du talent. Donc, je vais te proposer de prendre un peu de temps je vais te proposer de prendre un peu de temps pour DAT. Jazaïr a du talent. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, vraiment, ça me vient comme ça et en live en disant que ensemble on n'est pas seul et que une énergie plus une énergie plus une énergie plus une énergie peut arriver à quelque chose qui change les choses dans cette approche. On n'attend pas que tout vient d'en haut. Et on essaye à notre niveau de créer quelque chose. Je pense que, encore une fois, dans le commentaire un peu désabusé de cette personne, je n'étudiant ou pas, il y avait quelque chose qui était du malheur de pas avoir de réseau, en fait. Et du malheur de pas savoir comment, par quel bout rentrer sur ce foutu marché du travail qui, pour certains, peut être très très lointain. D'accord?
Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est qu'on puisse, avec le support d'Emploitique, Yasmine, Loué, Zoher, et peut-être en essayant d'agréger d'autres énergies, d'autres bonnes volontés, d'autres bienveillances, d'essayer de réfléchir à un programme où on va essayer d'avoir d'un côté des mentors bienveillants, algériens d'Algérie, algériens de la diaspora, qui vont essayer d'adopter un, deux, trois, quelques jeunes diplômés algériens pour essayer de manière un peu plus précise, avec le temps qu'ils peuvent consacrer, enfin, voilà, pour essayer de leur prendre la main et d'essayer de leur donner un petit coup de pouce dans cette recherche, dans le partage d'expériences, dans voilà. Donc, bon, encore une fois, il n'y avait rien de préparé dans ce que j'ai dit. Zoher, c'est pas une embuscade. Non, mais comme je sais que tu es, comme je l'ai dit dans un commentaire te concernant, au-delà d'être un DRH, tu es comme moi, quelqu'un qui a envie d'investir dans les jeunes. Tu es un investisseur dans les jeunes talents. Voilà. Voilà. Donc, essayons, et on essaiera de s'organiser peut-être une discussion en off. oui. Essayons de proposer une action en ce sens. Essayons d'emborder dans la construction de cette action quelques jeunes diplômés qui recherchent un stage et qui pourraient, comme sujet de stage, nous aider à construire une action voilà, qui a du sens, qui vise pas forcément un grand changement, mais qui au moins commence par quelque chose. Et si on arrive à toucher par cette action, cette démarche avec Zoher, avec Yasmine, Loué, Emploitique et d'autres, on a la chance d'avoir dans notre réseau également d'autres, des cadres confirmés, dirigeants qui ont envie aussi de donner de leur temps, de leurs conseils. Essayons d'agréger, de fédérer ça autour d'une action. Autour d'une action. Voilà. Donc, je sais pas si on y arrivera ou pas, mais donnons-nous l'occasion d'en discuter. Ça me tient. Je pense que chacun d'entre nous le fait de son côté, Voilà, et chacun d'entre nous le fait à sa manière avec les moyens dont il dispose. Mais je trouve l'idée excellente en fait de fusionner nos expertises, nos compétences justement pour aider ces jeunes à mettre un pied dans le monde du travail de la meilleure manière qui soit. Voilà. Donc, je reviens vers vous là-dessus avec une proposition pour vous prendre un peu de votre temps et pour partager. Voilà. Avec très très grand plaisir. Voilà. Et moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, hein, il y a un problème. Donc, essayons de se parler pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de réaliste et qui puisse aider. En tout cas, moi, je suis disposé à donner de mon temps. Voilà. Oui, allez, super. Ben voilà, écoutez, pour ma part, voilà, j'ai été très content d'être avec vous. J'espère que cela vous a un peu éclairé. Voilà, Yasmine, je te laisse peut-être le mot de la fin. Merci beaucoup à toi, Boalem, du généreux temps que tu viens de nous accorder, des précieux conseils que tu as aussi apportés à nos candidats, et surtout peut-être une nouvelle manière ou différentes manières de voir les choses et d'aborder en fait le marché du travail. Donc merci à toi, merci à vous, Zoher, pour votre brève mais très pertinente intervention. Nous espérons vous revoir pour animer un webinaire. Ça s'inscrira justement dans vos actions de monitoring. Donc, c'est vraiment avec un grand plaisir que nous vous recevons. Merci surtout à nos participants d'avoir justement assisté à ce webinaire, d'avoir donné leurs remarques et leurs questions. Merci surtout à vous, et c'est surtout grâce à vous qu'on existe, et c'est pour vous aussi qu'on existe. Merci à vous. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt à un très prochain webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Merci, bye bye. Merci à tous, au revoir. Au revoir.